Levez la main si vous voulez sauver les ours blancs. Ok. Levez la main si vous voulez que l'Arctique arrête de fondre. Levez la main, vous le sentez venir, hein. Levez la main si vous êtes prêt à jeter votre smartphone et ne plus jamais en utiliser pendant 30 ans. Évidemment, il y a des faillots. Donc, merci aux faillots d'avoir levé la main. C'est très important pour moi d'être là ce soir pour partager avec vous ce message parce qu'on est à Grenoble. Et Grenoble, c'est presque une ville phare pour la question de l'hydrogène. Il se passe tellement de recherches, tellement de choses, historiquement et aujourd'hui, sur l'hydrogène à Grenoble. Et du coup, j'ai envie de vous parler d'hydrogène, ma spécialité, les questions polaires. Et puis, dans le même temps, j'ai envie de vous dire que le futur, c'est une construction sociale. Je ne vais pas faire 1 million de vues en racontant ce genre de bêtises. En tout cas, j'espère que je vais les faire. Est-ce que vous arrivez à lire ce mot? Il y en a qui ont fait japonais ici? Parfait. Alors ça se lit Mirai. Mirai, ça veut dire le futur. Ça veut dire le futur. Et en fait, le problème qu'on a, le problème que vous avez, collectivement, on l'a tous, c'est qu'en fait, le futur n'existe pas. C'est-à-dire que si vous faites de la prospective, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir d'un temps dans le passé pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans le futur. Mais dans ce futur-là, vous allez projeter des droites, faire des tendances, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Mais en réalité, vous n'en avez pas la moindre idée. Et ce qui est assez fantastique, c'est quand je dis que le futur n'existe pas, c'est qu'en fait, le futur, c'est intangible, c'est évanescent. Vous croyez le choper, là, il est là, et puis hop, il part. Comme des grains de sable. Il vous échappe. Et c'est normal qu'il vous échappe, parce qu'en fait, le futur, vous, moi, tout le monde, on le construit tous au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de futur vers lequel il faudrait tendre. La réalité des choses, c'est que, tout simplement, vous voulez anticiper. Vous voulez maximiser votre position. Vous voulez que votre pays soit plus fort, vous voulez gagner plus d'argent, vous voulez retrouver l'être aimé, tout ce que vous voulez. Et pour faire ça, vous allez essayer d'anticiper des actions. Vous allez dire, il faut que je fasse ci pour obtenir ça. Le problème, c'est qu'en fait, le futur, c'est la somme de toutes ces petites anticipations de quelque chose dont on ne sait pas que ça va arriver et qui, petit à petit, va créer une réalité complètement alternative, donc, dans laquelle on va être bien obligé de vivre. Et du coup, il y a un terme en Inuktitut pour ça. Alors, Inuktitut, c'est la langue des Inuits du nord-est du Canada. Pas tous. Et ça, il y a quelqu'un qui peut le lire? Il y a quelqu'un qui a fait Inuktitut deuxième langue? Non? Personne? Très bien. Je vais vous aider, même si je n'ai pas fait Inuktitut deuxième langue. Ça se lit Sungyotinik. Et donc ça veut dire s'adapter. S'adapter. En fait, c'est ça le terme important. Au-delà de l'anticipation, c'est l'adaptation en fait, à toutes ces choses qu'on n'avait pas prévues et qui vont se passer, qu'on le veuille ou non, voire même les rétroactions des actions qu'on fait aujourd'hui, qu'on ne sait pas qu'on va devoir les subir demain. Et donc, du coup, le véritable problème, c'est que quand on parle de transition énergétique, de transition digitale, on se dit super, c'est le progrès. C'est le progrès, c'est vrai. J'ai un smartphone, j'ai je ne sais pas combien d'ordinateurs, ça m'aide au quotidien à travailler, il y en a qui font de l'intelligence artificielle, il y en a qui font des robots, etc. C'est top, non? Sauf que le problème, c'est que tout ça, qu'on parle d'éolien, qu'on parle de solaire, qu'on parle de robots, de data centers, qu'on parle de Facebook, d'autres choses, YouTube, ça nécessite des terres rares à un moment. Et c'est tout l'enjeu qu'on va devoir traiter en Arctique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans les terres rares, vous avez les terres rares légères, les terres rares lourdes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, je ne vais pas vous faire une dissertation sur le dysprosium, etc., etc. Mais par contre, ce que je vais vous dire simplement, c'est que quoi que vous fassiez aujourd'hui, si vous voulez transitionner avec des émotions vertes, ou que vous voulez transitionner avec des émotions violettes, quelles que soient les couleurs que vous mettez derrière la transition énergétique et digitale, vous allez avoir besoin à un moment de terres rares. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché des terres rares, si on se focalise sur cette géopolitique toute particulière, les terres rares, c'est quoi? C'est une famille de 17 métaux critiques. On va les prendre collectivement. Aujourd'hui, la Chine contrôle entre 80 et 90% du marché mondial. Donc, autrement dit, à un moment donné dans la chaîne de valeur, au début de la chaîne de valeur, au début du tout, de la transition énergétique et digitale,
vous passez par les Chinois. Et vous n'avez pas le choix, à peu de choses près, 20% du marché. Et en fait, les grands qui pensent aujourd'hui au futur de la transition énergétique et digitale, ils regardent évidemment dans le fond des océans, mais ils regardent, et c'est ça qui va nous intéresser aussi surtout ce soir, et puis dans les années qui viennent, à l'Arctique. Ils s'intéressent à l'Arctique. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est tout simplement les grands projets miniers de terres rares qui vont être ouverts, c'est-à-dire mis en exploitation, dans les 10 prochaines années. Même si on ne peut pas prévoir le futur, là quand même, il y a un certain nombre de signes qui nous laissent penser que ça va se faire, notamment des contrats signés, des investissements faits par exemple. Le problème, c'est que donc, au début de la chaîne de valeur, vous avez ces terres rares qui, quand elles sont extraites du sol, polluent énormément. Ce que vous voyez ici, c'est la pollution qui est générée par l'extraction de 1 tonne, seulement 1 petite tonne de terres rares. Ça fait beaucoup. De la végétation malade, des sols contaminés, des résidus, des gaz contenant des acides, et ainsi de suite. Mon but, c'est pas de vous faire peur ce soir. C'est juste de vous dire, ça, c'est une réalité. Et puis ensuite, à la fin de la chaîne de valeur, quand on est sur notre smartphone, donc il y a plein de terres rares, et qu'on clique, par exemple, qu'on like un truc sur Insta ou qu'on envoie un snap, de fait, on reconsomme encore. On émet du CO2. On réutilise des infrastructures, des câbles, des data centers, et ainsi de suite, des antennes, qui nécessitent des terres rares. Mais peut-être qu'il y a une solution. Alors là, je ne sais pas si quelqu'un reconnaît ce qu'il y a derrière moi, mais ce qu'il y a derrière moi, j'espère qu'à Grenoble, beaucoup le reconnaissent, c'est l'atome d'hydrogène, tout simplement. L'élément le plus simple, le plus fascinant, le plus abondant de l'univers, mais qu'on n'a pas sur Terre à l'état naturel. Parce que, par exemple, en 1799, on est au cœur de la Révolution française, évidemment, je prends la Révolution française au sens large, un chimiste spécialiste des gaz d'éclairage. Et bien ce type, Philippe Lebon, un Français, il arrive à obtenir un brevet de la part de la mairie de Paris, on est en 1799, c'est le bordel, etc. Faire cette petite invention de gaz d'hydrogène, là. Donc c'est en fait une distillation du bois, pour faire simple. Et je vais la mettre dans les lampadaires. Vous aviez jamais cru que les lampadaires pouvaient être si fascinants. Je crois que là... Ça, c'est la première occasion à laquelle on trouve de l'hydrogène qui a été façonné et utilisé en politique publique. On est en 1799, on y a plus de 200 ans déjà. Donc c'est pas nouveau. Living Legacies, le thème de notre conférence, on est dans cette notion d'héritage. Et puis ça allait plus loin. Donc il est décédé en 1804, sauf que évidemment les travaux ont continué, et en 1804, on a créé le premier moteur à hydrogène à base de gaz de houille cette fois-ci. Donc c'est plus du bois, c'est du distillat de charbon. Et puis en 1839, il y a Sean Bain qui arrive et qui dit « Moi, j'ai trouvé des propriétés spéciales qui font que, en fait, quand on fait passer un courant électrique dans l'eau, l'eau, vous savez, c'est H2O, le H2, là, donc c'est-à-dire la molécule de dihydrogène, les 2 atomes d'hydrogène, se séparent de l'atome d'oxygène. Oh, incroyable! J'ai de l'hydrogène, je peux la manufacturer. Ça a l'air incroyable sur le papier. Gardez ça dans un coin de votre tête, c'est important pour la suite. Et puis, quelques années plus tard, en fait, plus de 4 décennies plus tard, il y a un autre Français, Étienne Lenoir, qui dit, moi, je suis allé encore plus loin et j'ai fait cette première voiture à hydrogène. Alors, c'est pas vraiment une voiture, c'est ce qu'on appelle une hippomobile, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, dans Paris, on est tracté en carriole par des chevaux. Je ne vous raconte pas l'odeur, mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça, qui ont fait de l'équitation. Ce qui est important, surtout, c'est de se dire, est-ce qu'on peut se débarrasser des chevaux? Ça coûte cher, des chevaux. Le cocher, la bouffe, l'entretien. C'est important comme ressource économique, le cheval. Si on peut passer à l'hydrogène avec le petit moteur qui est derrière, là, c'est intéressant. Et donc, du coup, il a fait un démonstrateur, il a fait Paris-Joinville-le-Pont, c'est-à-dire 9 km. Mais après, je vous demanderai d'être indulgent avec lui, parce qu'on est quand même en 1883, quoi. Donc, avec vos yeux de 2019, vous êtes bien sympa, est-ce que vous auriez pu faire la même chose? Et la question qui se pose ensuite, c'est, mais pourquoi on n'est pas allé plus loin? Eh bien, on n'est pas allé plus loin parce qu'il y a eu d'autres trucs entre-temps. Il y a eu du pétrole, il y a eu du gaz,
il y a eu l'électricité à grande échelle. Donc du coup, on se retrouve en 1953, la filière hydrogène n'a pas beaucoup évolué là-dessus, et pour la mobilité en tout cas, hein. Et du coup, il y a un type qui arrive et qui dit « moi j'ai fait la première pile à combustible, 1 kW en laboratoire ». C'est bien. Alors la pile à combustible, tout le monde voit à peu près ce que c'est ? Non, c'est bien, pourtant on est à Grenoble. En gros, la pile à combustible, très simple, pour faire hyper schématique, vous allez rassembler tout simplement le H2 et le O, et vous allez dégager l'énergie en les rassemblant, et ça va faire tout simplement de la vapeur d'eau. Pas de CO2. C'est quand même pas mal. Et puis tout ça, ça a occasionné un certain nombre de recherches. On est en 1991, le sommet sur le climat de Rio en 1992 des Nations Unies arrive, just around the corner comme on dit, et Mazda, constructeur japonais, au salon de l'automobile de Tokyo, présente, après 10 ans de recherche, son premier prototype de moteur à pile à combustible qui pourrait être un moteur grand public. Et là, on a touché quelque chose, parce que là, on a Peugeot, BMW, Mercedes, Toyota, tout le monde qui dit « c'est quoi ce truc ? C'est génial !» Et vous allez me dire « mais c'est quoi le rapport avec l'Arctique ?» Oui, évidemment. Donc le rapport avec l'Arctique, c'est ça. Vous savez tous ce que l'Arctique fond. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Là, ce que vous voyez sur cette animation de la NASA, c'est la fonte de l'Arctique entre 1984 et septembre 2019. Donc ces 35 dernières années. Et ce que vous voyez tout simplement, c'est en gris les glaces qui se forment l'été, qui se forment l'hiver, et qui fondent l'été. Et en blanc, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les glaces de banquise, puisque c'est de la glace de mer, pluriannuelle. Donc c'est de la glace qui va se former un hiver, qui va survivre à au moins un été, et qui va être là encore un deuxième hiver, qui va peut-être même survivre 2 étés, et qui va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en fait, ce que vous voyez tout simplement, c'est qu'au fur et à mesure, cette glace pluriannuelle disparaît. Et plus cette glace pluriannuelle disparaît, plus il est difficile pour la banquise arctique de se reformer. Et plus il est difficile pour la banquise arctique de se reformer, plus tout simplement l'océan chauffe, puisque l'océan dépourvu de banquise ne peut plus, avec le blanc de la banquise, refléter les rayons du soleil vers l'atmosphère, donc chauffe, et à partir de là, ça s'aggrave. Et la fonte s'accélère. Et c'est ça le véritable drame de l'Arctique. C'est cet effet boule de neige permanent qu'on voit sur les glaces de mer, qu'on voit sur les glaces de terre, les calottes, qu'on voit sur les terres gelées, le permafrost, et ainsi de suite. Prenez juste un petit moment pour regarder cette fonte. Dites-vous que à chaque fois que vous cliquez sur un post Insta, dites-vous qu'à chaque fois que vous achetez un ordinateur, si par exemple d'un véhicule électrique à batterie ça vous intéresse, si, je ne sais pas moi, une trottinette électrique, ça vous intéresse ? Bon, c'est pas juste parce que c'est ce que j'utilise. À chaque fois, on aggrave ça. Et puis, donc, on aggrave ça. Et au-delà de ça, en fait, tout ce qui se passe, c'est qu'on ouvre une nouvelle partie du monde à l'exploitation. Là, ce que vous voyez sur cette carte, c'est tout simplement 2 grands projets. Yamal LNG, qui en fait, c'est 4 petits projets, Yamal LNG 1, 2, 3, 4, et Arctic LNG 2, juste à côté. L'un fait 27 milliards de dollars d'investissement, l'autre en fait 21. Ces 2 grands projets sont les grands projets emblématiques des 5 dernières années en Arctique qui sont en train de se développer. Donc c'est du gaz naturel liquéfié. L'idée, c'est d'exploiter ce qu'il y a en Arctique et tout simplement de l'exporter dans le monde entier, à partir de l'Arctique. Et pour ce faire, on a fait des méthaniers brise-glace. On a fait des navires qui portent le gaz et qui brisent la glace tout seuls. Mais les Russes, ils vont plus loin. Ils sont en train de faire des escortes de brise-glace nucléaire avec des bateaux, avec 2 moteurs nucléaires dessus. Tout est normal. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'être plutôt optimiste là-dessus. C'est-à-dire que je vous ai parlé de l'hydrogène depuis le début. Je vous ai parlé de cette histoire d'électrolyse. Je vous ai parlé de cette histoire de pile à combustible. Eh bien, en fait, en Arctique, aujourd'hui, vous pouvez envisager, et c'est ce que font certains pays comme l'Islande, la Norvège, la Russie, ou des États comme l'Alaska, même le Groenland, qui disent « mais nous, on a plein de ressources en énergie renouvelable, mais pas de l'éolien, pas du solaire. » Donc, c'est-à-dire pas des énergies renouvelables qui nécessitent des terres rares. On a tout simplement de l'hydroélectricité, de la géothermie, bref, quelque chose qui permet de développer de l'hydrogène véritablement vert à partir de l'électrolyse de l'eau. Et de manière abondante, pas chère.
Et du coup, l'idée, c'est d'aller toucher le ciel avec ça. C'est de se dire, si véritablement on veut sauver l'Arctique, je ne dis pas dit se sauver nous-mêmes, hein, si on veut sauver l'Arctique, limiter nos impacts sur la région, les animaux, les peuples autochtones, et ainsi de suite. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est décarboner nos économies. Arrêter d'utiliser des carburants fossiles, du gaz, du pétrole. Alors le LNG, c'est bien parce que ça pollue 30% de moins que le pétrole. Donc du coup, ça permet quand même de faire une transition. C'est une énergie de transition. Et tous les énergéticiens qui aujourd'hui se focalisent sur le GNL se disent la prochaine étape, c'est évidemment l'hydrogène. Mais il y en a qui vont plus loin et qui disent l'hydrogène, il faut le faire dès maintenant. Et on peut le faire dès maintenant parce que contrairement aux années 90-2000 ou encore avant, aujourd'hui, petit à petit, les technologies deviennent de plus en plus matures. Alors, je ne sais pas si on va aller avec cet hydrogène jusqu'à la nébuleuse de l'hippocampe, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir de l'hippomobile de Lenoir et jusqu'à notre exploration spatiale sur la Lune ou sur Mars, on retrouve toujours l'hydrogène à un moment ou l'autre. Donc du coup, ce que j'avais envie de vous dire, et s'il n'y a qu'un seul message à garder de mon intervention aujourd'hui, c'est simplement de vous dire la chose suivante. Je ne sais pas ce que sera le futur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans notre génération, c'est-à-dire les gens qui ne seront pas encore à la retraite en 2050, eh ben nous, on va voir l'émergence de l'hydrogène. Et l'hydrogène sera très certainement l'énergie qui fera la transition énergétique, celle qui nous permettra de dépasser le snowball effect, l'effet boule de neige qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc du coup, pensez hydrogène. L'énergie number one, l'élément number one, le premier vecteur énergétique, pensez-y. Et pensez-y, pas juste parce que je vous l'ai dit. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller lire des grands économistes comme Jérémy Rifkin, bien sûr, qui en 2002 avait développé l'idée de la société de l'hydrogène. Mais si vous êtes plus dans l'imagination et dans la littérature, retournez en 1874 lire L'île mystérieuse de Jules Verne. Il en parle.